Bon. Merci à tous d'avoir répondu présent donc, pour la conférence. Donc, cette conférence, elle va être animée en visioconférence par Monsieur Gilles Chazot, ici présent donc, à l'écran. Donc, Gilles Chazot est professeur à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Donc, eux, ils ont un climat un peu plus humide que nous. Nous, on aimerait bien un peu plus de pluie, mais malheureusement, on n'en a pas. Donc, c'est un très bon professeur et je voulais le dire parce qu'il est passionnant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu l'inviter. Il met beaucoup de passion dans ses cours et dans ses conférences. Et il va nous parler donc, alors là, la thématique, c'est l'impact des éruptions volcaniques sur les sociétés humaines, les difficultés de la prévision et de la prévention, parce qu'on sait tous que c'est compliqué de prédire du coup des éruptions. Bon, déjà un peu plus les séismes, mais grâce en fait au séisme, on va pouvoir voir qu'on peut prédire les éruptions, mais pas forcément l'ampleur. Et c'est ça qui est compliqué. Et la prévention, c'est pareil au niveau des populations. Donc la prévention est compliquée. Souvent, il y a beaucoup de populations autour des volcans parce que les terres sont déjà plus fertiles, sont plus riches. Donc il va nous parler de tout ça. Et en plus de ça, donc il est professeur, il a aussi écrit de nombreux ouvrages. Donc le dernier, alors je ne sais plus trop le nom, peut-être qu'il nous en parlera tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur Monsieur Chazot? Alors oui, marche plus. Ah si, c'est bon. Au laboratoire Géo-Océan, donc au niveau de Brest. Et nous avons eu aussi l'honneur d'avoir Madame Nathalie Babonneau, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec nous l'année dernière. Donc c'était une de ses collègues. Et aussi Aurélie Pénaud. Donc on a eu ici présent, donc qui est venu en août dernier sur tout ce qui était paléo et environnement. Donc voilà. Donc on a vraiment la chance d'avoir ces intervenants qui nous viennent de Brest, soit en visioconférence, soit ici présents. Donc je vous laisse en compagnie de Monsieur Chazot pour vous parler donc du volcanisme en général. Ok, merci Kelly pour cette présentation et puis bonsoir à toutes et à tous. Alors, déjà pour commencer, désolé de ne pas être parmi vous ce soir. C'est pas la sécheresse qui m'a tenu éloigné de Banyuls, hein. C'est juste que n'étant pas breton d'origine, je me suis aperçu depuis que je suis là que Brest, c'est vraiment le bout du monde, hein. Et que faire le voyage de Brest à Banyuls pour une conférence, c'était un petit peu compliqué sur semaine. Donc j'ai préféré rester à distance, même si c'est un petit peu moins agréable pour tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler volcanisme. Alors, je ne vais pas vous montrer beaucoup d'images de volcans ou d'éruptions parce que ça, vous pouvez en trouver un petit peu partout tant que vous le voulez. Mais je vais plutôt essayer de vous expliquer les difficultés de la prévision des éruptions volcaniques. À travers ça, essayer de vous expliquer un certain nombre de processus qui se déroulent avant que les magmas n'arrivent à la surface pour donner une éruption volcanique. Et ce sont ces processus qui rendent la prévision des éruptions volcaniques complexe et parfois un petit peu aléatoire. Donc, déjà pour commencer, si ça veut marcher, je vais effacer mon nom là-dessus pour vous laisser observer cette magnifique image de l'éruption qui a eu lieu au Tonga il y a quelques mois, hein, une des plus importantes éruptions qu'on ait jamais observées ces derniers siècles, puisque vous voyez cette énorme panache de gaz et de poussière qui s'est élevé à plus de 50 km d'altitude dans l'atmosphère. Alors cette éruption, heureusement, elle n'a pas eu d'impact sur les populations parce qu'elle s'est déroulée sur une île déserte dans le Pacifique. Elle aura peut-être des impacts sur un an ou deux en raison de l'énorme quantité de vapeur d'eau qui a été éjectée dans l'atmosphère, mais ça c'est quelque chose qu'on ne pourra mesurer qu'un peu plus tard. Alors, pour démarrer, je voudrais vous montrer ces images qui sont pas forcément faciles à regarder, hein, pour constater que les éruptions volcaniques sont meurtrières. C'est pas une nouveauté. Elles l'ont été par le passé. On le voit en haut à gauche avec ces moulages de corps de victimes de l'éruption du Vésuve à Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Éruption bien célèbre et qui a fait plusieurs milliers de victimes. Mais l'image en bas à droite vous montre le résultat d'une éruption qui a eu lieu en Indonésie, sur le volcan qui s'appelle le Merapi, sur l'île de Java. Cette éruption, elle date de 2010 et elle a fait plusieurs dizaines de morts.
ce qui nous montre bien que tout n'est pas encore parfait dans la prévision des éruptions volcaniques et qu'il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à appréhender correctement et donc qui ne nous permettent pas de supprimer complètement les victimes au niveau des éruptions volcaniques. Alors, avant de continuer plus loin, d'ailleurs, en termes de prévision, je ferai juste une petite mise au point. Kelly l'a abordé très brièvement tout à l'heure. Prévision des éruptions volcaniques, prévision des séismes. Je vais vous montrer qu'on peut prévoir des éruptions volcaniques. Il faut qu'on soit très clair pour ce qui est des séismes. La prévision des séismes, pour le moment, n'existe pas. D'accord? On n'a jamais réussi à prévoir un séisme. Toute information que vous pourriez entendre, lire ou voir qui vous laisserait penser qu'on a pu prévoir certains séismes, c'est faux. Là, il faut être très clair, la prévision des séismes, ça n'existe pas. On y travaille, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, on espère bien y arriver un jour, mais en tout cas, pour le moment, ça n'est pas possible. Pour ce qui est des éruptions volcaniques, heureusement, on y arrive. Dans la plupart des cas, on arrive à prévoir les éruptions. Je vais vous montrer comment aujourd'hui. Et puis, une fois que je vous aurai montré comment on arrive à prévoir des éruptions, j'essaierai de vous expliquer pourquoi ça reste quelque chose d'assez compliqué. Alors, une constatation au début qu'on peut faire et qui va beaucoup nous guider pour les minutes à venir, c'est que toutes les éruptions volcaniques ne se ressemblent pas. Alors, vous avez tous vu des tas d'images d'éruptions volcaniques dans des livres, à la télé, dans des journaux, dans des reportages. Vous avez vu ce genre d'éruption volcanique? Ça, c'est une photo qui a été prise à La Palma, aux Canaries, en 2021. Ce sont les éruptions volcaniques que l'on voit classiquement avec ces fontaines de lave qui montent à quelques dizaines, quelques centaines de mètres d'altitude et puis qui émettent des coulées de lave qui peuvent parcourir quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Alors, ces éruptions, c'est parfois ce que l'on appelle les volcans rouges. Vous savez, en opposition, il y a les volcans rouges, les volcans gris, qui est une dénomination que je n'aime pas du tout et qui est à bannir aussi, et je vous expliquerai de nouveau pourquoi un peu plus tard. En tout cas, ces éruptions volcaniques, elles sont souvent très spectaculaires, elles ne sont pas dangereuses. Et on y reviendra, l'éruption de La Palma n'a fait aucune victime, parce que, encore une fois, les explosions sont modérées et les coulées de lave, en principe, ça ne tue pas grand monde. Donc, ce sont des éruptions volcaniques qui ne sont pas dangereuses. Et à côté de ça, il y a des éruptions volcaniques beaucoup plus violentes, cataclysmiques. Je vous ai mis un exemple ici d'un volcan qui s'appelle le Sinabung en Indonésie, avec ces énormes colonnes de cendres et de gaz qui peuvent s'élever à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude dans l'atmosphère, avec la mise en place de ce que l'on a ici à gauche sur l'écran, la mise en place de ce que l'on appelle des coulées pyroclastiques, ce que l'on appelait avant des nuées ardentes, et qui est le phénomène le plus meurtrier sur les volcans. Ça, c'est ce que vous verrez parfois appeler les volcans gris. Donc, vous voyez l'opposition, hein, les volcans rouges, les volcans gris. Quand on voit ça comme ça, on se dit, bah tiens, pourquoi pas, mais vous verrez que c'est pas aussi simple que ça. Ce sont ces éruptions-là qui sont meurtrières. Ce sont celles-là qu'il faut arriver à prévoir pour pouvoir évacuer les populations autour des volcans. Et c'est quelque chose qu'on sait faire, et on reviendra sur cet exemple ici, qui est un exemple bien connu, qui est l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991. Là aussi, une éruption gigantesque avec un panache de gaz et de cendres qui a dépassé 10 km d'altitude dans l'atmosphère. Et avant cette éruption, et je vous expliquerai en guise de conclusion ce qui s'est passé au Pinatubo, je vous l'ai mis ici, on a réussi à évacuer 60 000 personnes avant le début de l'éruption. Et on peut dire en 1991 qu'on a sauvé la vie de 60 000 personnes en prévoyant ce qui allait se passer au Pinatubo. Donc, on y arrive parfois, mais on n'y arrive pas toujours parce que les choses sont compliquées. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Alors,
la première chose que l'on va faire, c'est essayer de comprendre comment on peut prévoir une éruption volcanique. Et je vais vous montrer ça à partir de quelques exemples, des exemples récents, et celui par lequel je vais commencer, c'est celui dont je vous ai déjà parlé, c'est l'éruption de la Palma aux Canaries, qui a donc eu lieu en 2021. Vous avez ici une carte géologique extrêmement simplifiée de l'île de la Palma. Alors, cette éruption volcanique qui a eu lieu en 2021, elle n'était pas complètement inattendue, pas très surprenante, parce que vous le voyez, il y en a eu plein d'autres dans les quelques siècles qui viennent de s'écouler. Vous avez la trace de ces éruptions ici avec les années. Hein. Vous avez une éruption ici au XVe siècle, vous en avez ici une ici en 1949, vous en avez ici en 1712, 1678. Donc, il y a eu pas mal d'éruptions sur la Palma. Et puis, vous avez celle de 2021. Alors, la carte ici date du milieu de l'éruption. L'ampleur de l'éruption, vous avez les petites coulées qui n'étaient pas encore terminées ici. Sur la carte de droite, vous avez les coulées telles qu'elles se sont terminées ici. C'était une éruption assez importante. Voici d'autres vues. Je vous ai trouvé différentes façons de visualiser cette éruption. Vous avez sur cette image les éruptions de 1712, 1585, 1949, et puis en rouge, celle de 2021, qui a été assez importante. Les volumes de magma mis en jeu ont été assez conséquents. Vous avez en bas des cartes qui vous montrent les différentes coulées de lave qui se sont superposées les unes aux autres. Et celle d'en bas à droite, qui n'est pas très bien visible ici, c'est juste pour vous montrer l'ampleur des coulées. Quand on est dans le jaune ici, on a des épaisseurs de plus de 40 mètres de lave qui se sont accumulées en plusieurs coulées pendant les quelques mois qu'ont duré l'éruption. Ce que l'on voit très bien sur cette figure ici, c'est tous ces petits points blancs. Tous ces petits points blancs, ce sont des maisons. Et ces maisons ont été complètement englouties par les coulées de lave. Ce sont plusieurs centaines de maisons qui ont été englouties par les laves. Et ce sont des centaines d'hectares de terres cultivées qui ont été recouvertes par plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres de lave et qui vont donc être impropres à la culture pendant des siècles, voire même quelques milliers d'années. Donc, c'est une éruption qui a eu un impact important sur les populations de l'île. Cet impact, il a été d'autant plus fort que l'éruption a émis beaucoup de gaz qui ont causé des problèmes de santé sur l'île. Mais cette éruption n'a fait aucune victime. Elle n'a fait aucune victime parce que c'est une éruption qu'on avait prévue à l'avance et on a pu faire évacuer toute la population qui était dans la région de l'éruption, ici, plusieurs heures à plusieurs jours avant l'éruption. Alors, comment fait-on pour prévoir une éruption? Alors, quelques images de l'éruption, et encore une fois, vous pouvez aller en trouver un petit peu partout. Hein. Cette éruption s'est caractérisée par d'énormes émissions de cendres. Il y a des maisons qui ont été entièrement recouvertes par les cendres, des coulées de lave, et puis, comme vous l'avez sur les images ici, plusieurs centaines de maisons qui ont été littéralement englouties. Donc, c'est des maisons qui ont complètement disparu hein, sous 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, parfois jusqu'à plus de 20 mètres de lave. Ce qui est impressionnant, c'est la photo avant et après. Voici une photo qui a été prise au moment où commençait l'éruption volcanique. Et voici la photo qui a été prise après. Vous voyez la construction de cet énorme cône d'où sont parties les coulées de lave qui ont recouvert les habitations. Alors, comment fait-on pour prévoir une éruption volcanique? L'outil principal qu'on utilise, c'est les séismes. Ce sont les séismes parce que, on va le voir, on va en reparler. Un magma, c'est de la roche fondue, c'est un liquide. C'est un liquide qui vient des grandes profondeurs. Il vient de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur à l'intérieur de la Terre. C'est ce qu'on appelle un magma. Et ce magma, il remonte principalement parce qu'il est plus léger que les roches de la croûte. Et donc, ce magma, il va se frayer un chemin en direction de la surface. Et pour se frayer un chemin, il va fracturer les roches de la croûte. Et chaque fois que les roches se fracturent, ça génère un séisme. Et ce séisme, on va pouvoir le localiser dans l'espace. Et ce que je vous ai mis ici, alors je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on voit sur ces diagrammes. Vous avez ici l'île de La Palma. Vous avez sur le petit carré en haut à gauche la localisation des séismes. Chaque point de couleur représente un séisme.
Et vous l'avez en coordonnées géographiques, c'est-à-dire que vous avez la latitude et la longitude ici. Donc, c'est comme si on regardait le volcan de dessus. Et sur le diagramme en bas à gauche ici, le diagramme très allongé, vous avez la localisation des séismes en longitude et en profondeur. Ici, nous sommes à la surface et en bas du diagramme, nous sommes à 40 km de profondeur. Ce que l'on voit très bien sur ce schéma, c'est qu'on localise des séismes à grande profondeur et qui se rapprochent progressivement de la surface. Et cet aspect nous permet de visualiser le mouvement du magma en profondeur. Vous l'avez ici de la même façon, vous avez la carte de la Palma ici, et ici vous avez une coupe réalisée le long du volcan ici, donc vous avez la profondeur jusqu'à 40 km. On voit de nombreux séismes ici, et ce qui est intéressant là, c'est que vous avez la date de ces séismes ici. Les séismes en bleu ciel et en vert se sont produits à partir de 2017-2018. C'est-à-dire que 4 ans avant le début de l'éruption, le magma s'est mis en mouvement depuis plus de 40 km de profondeur. Il a commencé à remonter en direction de la surface. En 2020, ce magma, il est venu se stocker dans un réservoir qu'on appelle une chambre magmatique, on va beaucoup en reparler, qui était localisé vers 10-15 km de profondeur. Et puis, au début de 2021, ce magma s'est remis en mouvement, et on le voit avec les séismes en rouge ici. Il a été bloqué, il n'a pas pu remonter directement ici, il a pris un chemin de traverse, on va dire, et il a commencé à remonter en direction de la surface. Et là, les volcanologues espagnols se sont dit, ben ça y est, le magma quitte son réservoir profond à 10 km de profondeur et il s'est mis en route en direction de la surface. Et ce magma, ils l'ont suivi sur plusieurs jours et à partir du moment où le magma a été à moins de 5 km de profondeur, ils ont commencé à faire évacuer les populations. Ils savaient que le magma allait arriver à peu près à l'aplomb de cet endroit l'endroit où avaient lieu les séismes. On a évacué 3 à 4 000 personnes et quelques jours après, l'éruption a débuté exactement à l'aplomb de l'endroit où avaient lieu les séismes. Donc vous voyez que à travers ces séismes, alors bien sûr, il faut équiper le volcan, il faut mettre plein de sismomètres sur le volcan. C'est pas facile de localiser un séisme en coordonnées X, Y et en profondeur. Il faut plusieurs sismomètres en même temps, c'est des calculs assez lourds, mais c'est des choses qu'on sait très bien faire. Et avec ça, on visualise le déplacement du magma en profondeur et on est capable de dire où le magma va sortir avec une précision de quelques centaines de mètres, au pire de quelques kilomètres, et on est capable de dire quelques jours à l'avance à quel moment le magma va arriver en surface. On ne va pas vous dire que le magma va arriver en surface et que l'éruption va débuter le mercredi à 14h30, mais on va vous dire que dans les quelques jours qui suivent, qui viennent, il est très probable que le magma arrive en surface et que l'éruption débute. Donc, à travers ces séismes, à travers le suivi de l'activité sismique, on peut prévoir à l'avance des éruptions. Ce n'est pas le seul outil dont on dispose. Je vous en montre un autre ici. On revoit l'île des Canaries ici. Et ces franges de couleurs que vous voyez ici, c'est ce que l'on appelle de l'interférométrie radar. Ce sont des données qui sont issues d'un satellite. On met un satellite en orbite autour de la Terre. Ce satellite, il émet des ondes en direction du sol. Ces ondes, elles voyagent en direction du sol, elles sont réfléchies par le sol, elles remontent en direction du satellite. Et ce satellite, toutes les fois qu'il passe au-dessus d'un endroit, il compare le temps de trajet mis par cette onde entre le satellite, le sol et le retour au satellite. Et si le trajet change, ça veut dire que le sol s'est soulevé ou s'est affaissé. Et ce qui est intéressant dans une éruption volcanique, c'est que lorsqu'un magma remonte à l'intérieur d'un volcan, eh bien, il va faire gonfler le volcan. Et à ce moment-là, le satellite, en repassant régulièrement au-dessus du même endroit,
va permettre de visualiser le gonflement du volcan au fur et à mesure que le magma se déplace à l'intérieur du volcan à quelques kilomètres de profondeur. En l'occurrence, à La Palma ici, on a détecté un gonflement de toute cette partie de l'île, gonflement qui était centré sur cette région-là. On a vu ce gonflement plusieurs jours avant l'éruption, et l'éruption s'est déclenchée exactement à l'endroit du maximum de gonflement du volcan. Alors, ces gonflements du volcan, ils ne sont pas négligeables, hein, ils peuvent être de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres en une semaine ou deux avant l'éruption volcanique. Donc, c'est des mouvements qui sont très difficilement perceptibles lorsque l'on est au sol, mais qui sont très bien mesurables par les satellites. Donc, on arrive à visualiser le mouvement du magma en profondeur, on arrive à savoir à peu près à quel endroit ce magma va sortir et à peu près à quel moment il va sortir. Donc, ça veut dire, et ça, ce sera quelque chose qui va nous intéresser par la suite, ça veut dire qu'il se passe plein de choses en profondeur. On l'a vu à La Palma, le magma a été stocké à un moment à près de 40 km de profondeur. Et puis les séismes nous ont montré que ce magma il s'est remis en route en direction de la surface, qu'il s'est stocké de nouveau vers 10-15 km de profondeur, et puis qu'il a repris son ascension en direction de la surface pour donner une éruption volcanique. Je vous ai mis ce schéma-là parce qu'on va beaucoup s'intéresser tout à l'heure à ce qui se passe à quelques kilomètres de profondeur ici. Un autre exemple très similaire, c'est ce qui s'est passé en Islande. Alors, vous avez sans doute vu les images des éruptions islandaises, des deux dernières qui ont eu lieu dans le sud-ouest de l'Islande, ici dans ce qu'on appelle la péninsule de Reykjavik, de Reykjanes, pardon, là où est située la capitale Reykjavik, ça c'est la péninsule de Reykjanes. Mais un petit peu avant, il y a eu une éruption en 2014, enfin qui s'est étalée entre août 2014 et février 2015, dans la région au nord du grand volcan qui est le Vatnajökull ici, dans la région d'un volcan qu'on appelle l'Askja. Et cette éruption, elle a été très spectaculaire. Alors en Islande, les éruptions, elles sont pas très dangereuses parce que l'Islande est une région assez peu peuplée. Alors cette éruption, je vous l'ai pas dit, c'est l'éruption du Bardarbunga. Pour une fois en Islande, on avait un volcan avec un nom qui était à peu près prononçable, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Alors cette éruption, elle a eu lieu sur un volcan qui est recouvert d'une calotte de glace. Et en fait, je vais vous montrer que l'éruption n'a pas eu lieu sous le volcan, elle a eu lieu à côté du glacier qui recouvre le volcan. On voit ici ce volcan qui est caractérisé par une immense structure circulaire qu'on appelle une caldeira, vous voyez, qui fait 8 km par 11 de diamètre. Et en fait, l'éruption, elle a eu lieu à quelques kilomètres du volcan, vous l'avez sur les images à droite, sous la forme d'une fissure qui s'est ouverte et par laquelle le magma est sorti et a formé de très grandes coulées de lave qui ont fait quelques kilomètres, qui ont barré une rivière. Enfin, il y a eu tout un, mais il n'y avait pas d'habitation, donc il n'y a pas eu de dégâts, de dommages causés par cette éruption. Alors là encore, cette éruption, elle a été parfaitement prévue. Comment on a fait? Voici une carte de la région. Vous avez en blanc le glacier, le Vatnajökull, et le volcan Bardarbunga, il est ici, avec cette structure circulaire qui est marquée ici. Tous les points de couleur, là encore, ce sont des séismes qui ont été localisés. Et la couleur des points nous marque les dates à laquelle ont été localisés les séismes. Et sans rentrer dans le détail, je vais vous montrer sur un diagramme un petit peu plus tard. On va laisser tomber ceux-là pour le moment. Si on regarde les points qui sont en bleu, jaune et rouge ici, eh bien, on voit qu'il y a une progression au fil du temps. On a les points en bleu foncé qui sont quelque part par là, et puis les bleus plus clairs, et puis de plus en plus clairs, et puis enfin les rouges et les jaunes. Et ce que l'on voit ici, c'est la progression du magma à quelques kilomètres sous le sol, en ouvrant des fractures qui génèrent des séismes, jusqu'au moment où le magma a atteint la surface et a fait éruption dans la région, ici, au bout de l'endroit où on voit les séismes ici. Donc ce que l'on voit ici, c'est que le magma, il est monté sous le volcan Bardarbunga ici,
Et on voit cette montée de magma par tous les séismes que l'on a localisés ici. Et ensuite, avant d'arriver à la surface, le magma s'est déplacé latéralement pour venir faire éruption ici. Alors, ça se voit très bien sur ces schémas, c'est la même chose. Chaque point représente un séisme, mais vous avez des dates ici. Août 2014, beaucoup de séismes diffus, le magma commence à bouger à grande profondeur. On est entre le 16 et le 17 août. Et puis, entre le 17 et le 20 août, le magma quitte cette région pour se déplacer latéralement, toujours à quelques kilomètres de profondeur, dans cette région ici. Le 17 et le 18 août, 19 août, il est là. Le 20 août, il est ici. Et puis le 21 et le 22 août, il continue à progresser en direction du nord-est. Le 23, le 24, 25, 26 août, il progresse encore. Et à partir du 26 août, il atteint la surface et l'éruption commence ici. Et là encore, quelques jours avant l'éruption, les volcanologues islandais ont été capables de dire à quel endroit allait avoir lieu l'éruption et à quelques jours près, à quel moment allait débuter l'éruption. Alors, on peut schématiser ça, et on ne va pas rentrer dans le détail. Ça, c'est une coupe dans le Bardarbunga. Vous avez ce grand cratère recouvert de glace ici. Le magma est monté quelque part par là. Il s'est stocké dans un réservoir ici. Et puis, il n'a pas pu remonter verticalement en direction de la surface. Il s'est injecté latéralement. Et c'est là qu'on a vu tous ces séismes ici dessiner cette tendance vers le nord-est ici. Le magma s'est injecté latéralement et est venu sortir ici pour donner une éruption volcanique. Donc on a visualisé le déplacement du magma à quelques kilomètres sous terre sans difficulté. Alors ce qui est intéressant au Bardarbunga et ce qui va nous intéresser encore tout à l'heure, c'est que le magma, de nouveau, il est venu se stocker dans un réservoir ici. Et au lieu de monter en direction de la surface, ce magma, il s'est injecté latéralement. On peut modéliser ça, on peut schématiser ça de cette façon. Le magma était stocké ici. Il n'a pas pu remonter en direction de la surface. Il est parti latéralement pour donner les séismes et l'éruption ici. Et comme ce réservoir-là s'est vidangé, eh bien, tout le volcan au-dessus s'est affaissé pour combler l'espace vidé par la chambre magmatique ici. Et cet effondrement du volcan ici, il s'est très bien vu au niveau du glacier du Bardarbunga en surface. Vous voyez, le glacier s'est affaissé au fur et à mesure que le magma quittait le réservoir magmatique en profondeur pour aller s'injecter à quelques kilomètres de là, au-delà du glacier, là où a eu lieu l'éruption. Donc finalement, on arrive à prévoir les éruptions volcaniques sans trop de difficultés, dans la mesure où on arrive à mettre un peu de matériel sur le volcan. Néanmoins, j'en reviens à ce que je vous disais au début, à partir de ces deux images. Ça, c'est une fontaine de lave à l'Etna en 2003. Ça, c'est de nouveau l'éruption du Pinatubo. Toutes les éruptions ne sont pas identiques. Certaines, je vous l'ai dit, sont d'ampleur limitée. Ici, quand on est là à l'Etna, on a des fontaines de lave qui font quelques centaines de mètres d'altitude. On peut s'approcher à quelques centaines de mètres de ces cratères. On peut prendre des belles photos sans courir un gros risque. Quand on a ces éruptions-là au Pinatubo, pas question de s'approcher à quelques kilomètres du volcan, sinon vous êtes rayé de la carte instantanément. Donc ce qui est important dans la prévision des éruptions volcaniques, c'est non seulement de prévoir quand et où il va y avoir une éruption volcanique, mais c'est aussi de prévoir de quel type d'éruption il va s'agir. À quel type d'éruption on va avoir affaire. Parce que si vous avez une éruption du type de celle de gauche, il ne va pas falloir faire évacuer beaucoup de gens et un périmètre de 1 ou 2 kilomètres va suffire. Si vous avez une éruption du style de celle du Pinatubo, eh bien, il va falloir évacuer les gens sur un périmètre qui va se compter en plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, c'est ça qui est important d'arriver à connaître, c'est de quel type d'éruption on va avoir affaire, à quel type d'éruption on va avoir affaire pour savoir quelle va être l'ampleur de cette éruption. Et ce que l'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi
toutes les éruptions volcaniques ne sont pas identiques. Pourquoi sur l'Etna, on a quasiment toujours des éruptions volcaniques qui sont de ce type-là? Pourquoi sur d'autres volcans, on a des éruptions cataclysmiques? Donc, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi on a ces deux types d'éruptions. Et à partir de là, on essaiera de comprendre quelle est la difficulté, comment on peut affronter cette difficulté de prévoir quel type d'éruption va intervenir sur un volcan donné. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi on a différents types d'éruptions, on va descendre en profondeur dans la Terre. Alors, je ne vais pas vous faire un grand cours de géologie sur l'intérieur de la Terre, mais juste quelques petits rappels. La Terre, c'est 6370 km de rayon. Au centre, il y a quelque chose qui ne va pas nous intéresser ce soir, qui est ce que l'on appelle le noyau. Le noyau terrestre, il y en a une partie solide au centre et une partie liquide autour. C'est quelque chose qui est fait de métal, c'est un mélange de fer et de nickel. Et la partie liquide, elle est très loin en profondeur, elle commence à 2900 km de profondeur. Cette partie noyau, elle est très importante pour nous parce que c'est là-dedans qu'est généré le champ magnétique terrestre, champ magnétique qui nous protège des rayons cosmiques, des particules solaires et qui est à l'origine de ce qu'on appelle les aurores boréales. Peu importe, c'est loin de notre sujet. Au-dessus, on a ce que l'on appelle le manteau terrestre, qui est de loin l'enveloppe la plus importante de la Terre. Ce manteau, ce sont des roches à l'état solide. J'insiste beaucoup là-dessus parce que beaucoup de gens pensent que le manteau terrestre est un océan de magma sur lequel flottent les plaques, les croûtes. En fait, c'est pas le cas du tout. Le manteau est un solide, c'est de la roche fondue, c'est de la roche solide, pardon. Simplement, c'est de la roche à haute pression et haute température. Donc, c'est de la roche un peu molle qui peut se déformer. Mais en tout cas, tout le manteau est solide. Et à la surface, vous avez la croûte. Alors, la croûte continentale, à cette échelle-là, c'est minuscule. La croûte continentale, celle sur laquelle on marche, c'est environ 30 km d'épaisseur. Donc, 30 km sur les 6300 de rayon de la Terre, c'est pas grand-chose. Et la croûte océanique, c'est encore plus petit, c'est quelques kilomètres, 6-8 km d'épaisseur. Nous marchons sur la croûte, les volcans se mettent en place sur la croûte, soit sur la croûte continentale, soit sur la croûte océanique, mais tous les magmas, ou quasiment tous les magmas, se forment dans le manteau terrestre. Le manteau terrestre est un solide, mais de temps en temps, il peut fondre en petite quantité, et lorsque les roches du manteau fondent, elles fabriquent du magma. Ce magma, à partir du moment où il est fabriqué dans le manteau, il remonte en direction de la surface parce qu'il est plus léger que les roches environnantes. C'est ce que je vous ai symbolisé sur ce petit schéma. Vous avez ici la surface avec des volcans. Vous avez ici le trait en pointillé, la limite entre la croûte et le manteau. Là, on est dans le manteau. On a des roches solides, mais de temps en temps, ces roches peuvent fondre pour fabriquer un peu de magma. Et ce magma, comme il est plus léger, il va remonter en direction de la surface. Ce que l'on voit ici, c'est que ce magma, il peut remonter directement à la surface et donner des éruptions volcaniques. Ou de temps en temps, et c'est ça qui va beaucoup nous intéresser, ce magma va se stocker dans des réservoirs. C'est ceux qu'on a vus par la sismique sous la Palma ou sous le Bardarbunga. Ces réservoirs, on les appelle des chambres magmatiques. Et on va voir que ces chambres magmatiques, elles vont beaucoup nous intéresser parce qu'elles vont nous permettre de comprendre la différence entre les différents types d'éruptions volcaniques. Avant de parler de ces chambres magmatiques, quelques mots sur la dynamique des éruptions volcaniques. Qu'est-ce qui se passe quand un magma arrive à la surface? Alors là encore, j'ai décidé de mettre quelques petites courbes, quelques petites figures, rien de compliqué. Un diagramme qui nous montre ici en abscisse le pourcentage d'eau dans un magma et en ordonnée la pression. Quand on est en profondeur dans la Terre, on est soumis à une pression que l'on appelle la pression lithostatique. Alors vous savez que quand on est sur Terre, vous qui êtes dans votre salle ici, moi qui suis dans mon bureau, on est soumis à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est le poids de la colonne d'atmosphère qu'on a au-dessus de la tête. Quand on s'enfonce dans la Terre, on est soumis à une pression qui est liée au poids des roches que l'on a au-dessus. Et cette pression, c'est ce qu'on appelle la pression lithostatique.
Donc un magma, quand il est en profondeur, il est sous pression. Ce magma, il contient des gaz à l'état dissous. Ces gaz, ce sont de l'eau principalement et du CO2. Peu importe, on va s'intéresser qu'à l'eau. L'eau en profondeur, elle est dissoute dans les magmas. Alors qu'est-ce que ça veut dire dissous? Ben, c'est la même chose que quand vous prenez une boisson gazeuse, vous prenez du champagne, vous prenez de la bière. Dans votre champagne, vous avez du gaz à l'état dissous, c'est du CO2. Quand vous regardez du champagne par transparence, vous ne voyez pas de gaz. Si vous débouchez votre bouteille de champagne, vous avez des bulles qui apparaissent. Ce CO2, il était dissous dans le liquide, et lorsque la pression dans la bouteille diminue, le CO2 sort du liquide pour fabriquer des bulles de CO2. Dans les magmas, c'est pareil. Le magma, c'est de la roche fondue, c'est un liquide, et à l'intérieur, il y a des gaz dissous, de l'eau et du CO2. Pourquoi je vous montre cette courbe? Parce que lorsqu'un magma remonte en direction de la surface, sa pression diminue. Et ce que nous montre cette courbe en bleu ici, elle nous montre la quantité de gaz que l'on peut dissoudre dans un magma en fonction de la pression. Et la seule chose qui nous intéresse là-dessus, c'est de constater que quand la pression diminue, quand on passe de 4 kilobars à 0, c'est-à-dire quand on s'approche de la surface, le magma peut contenir de moins en moins de gaz dissous. Et à partir de ça, ben, vous comprenez ce qui va se passer, c'est-à-dire quand notre magma va remonter vers la surface, les gaz ne vont plus pouvoir être contenus dans le magma, et ces gaz, ils vont sortir du magma pour former des bulles de gaz, des bulles de vapeur d'eau ou des bulles de CO2. Alors ça, on peut le comprendre très bien sur ce diagramme. Ce diagramme, c'est le même, sauf que l'axe des abscisses et des ordonnées sont inversés. Vous avez la concentration en eau ici et la pression ici avec la profondeur. Et ça, c'est la courbe qui nous indique la quantité maximale d'eau que l'on peut mettre dans un magma en fonction de la pression. Prenons un exemple, vous allez voir, c'est tout simple. J'ai un magma qui est ici, à 6 km de profondeur. À 6 km de profondeur, la courbe de solubilité ici me dit que mon magma pourrait contenir au maximum environ 5% d'eau. Il n'y a pas de problème, en fait mon magma, il contient 4% d'eau, donc toute l'eau est à l'état dissous. Mon magma remonte en direction de la surface, donc sa pression diminue. Il remonte ici, et lorsqu'il atteint environ 4 km de profondeur, il atteint sa limite de solubilité. Lorsque le magma est ici, il peut contenir au maximum 4% d'eau. Tout va bien, il en a 4%. Mais mon magma, il continue à remonter. Quand il franchit sa courbe de solubilité, par exemple à 3,5 km de profondeur, la courbe de solubilité m'indique que mon magma ne peut contenir que plus que 3,2% d'eau. Comme il en avait 4%, il ne peut plus en contenir que 3,2%. Ça veut dire qu'il y a eu 0,8% d'eau qui est sortie du magma pour fabriquer des bulles de vapeur d'eau. Ce sont ces petites bulles que l'on voit apparaître dans le magma ici. Plus le magma remonte vers la surface, moins il peut contenir d'eau à l'état dissous, plus l'eau sort du magma pour fabriquer des bulles de vapeur d'eau. Et en plus, comme la pression diminue, au fur et à mesure que le magma remonte, les bulles grossissent parce qu'elles sont de moins en moins comprimées par la pression. Ce sont ces bulles de magma qui vont créer les explosions volcaniques à la surface. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit schéma. Les bulles apparaissent lorsque le magma est en profondeur, et plus le magma remonte, plus la quantité de bulles augmente, et plus la taille des bulles augmente. Et lorsque le magma arrive à la surface, les bulles vont venir à la surface du magma, et elles vont éclater, et elles vont projeter le magma, et c'est ce qui va donner les éruptions volcaniques. Donc ça, c'est le principe de base du volcanisme. Les magmas contiennent du gaz, ils se fabriquent ces magmas dans le manteau terrestre à grande profondeur, ils remontent en direction de la surface. Lorsqu'ils remontent, leur pression diminue, ils ne peuvent plus contenir les gaz dissous, les gaz sortent du magma, fabriquent des bulles,
Et lorsque le magma arrive à la surface, les bulles éclatent, projettent le magma. Ce sont les explosions volcaniques. Alors, c'est ce qui se passe, par exemple, sur l'Etna. Le magma se fabrique dans le manteau. Il remonte quasiment directement à la surface. Lorsqu'il remonte, les bulles de gaz sortent du magma. Lorsque le magma arrive à la surface, ces bulles éclatent et elles projettent le magma sous la forme d'explosion ou sous la forme de fontaine de lave. Et puis, quand tout le magma est parti, eh bien, quand tout le gaz est parti, pardon, le magma continue à sortir, mais comme il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'explosion, et il sort sous la forme de coulées de lave qui vont descendre sur les pentes. Là, on est toujours sur les pentes de l'Etna, où on voit cette coulée de lave qui descend tout tranquillement. Ok, sauf que dans mon schéma, ici, j'ai mis ces réservoirs magmatiques, et vous voyez qu'au-dessus des réservoirs magmatiques, j'ai mis des volcans qui n'ont pas tout à fait la même forme. C'est pas lié, c'est pas dû au hasard. J'ai pas fait mon dessin n'importe comment. C'est parce que si le magma reste stocké dans une chambre magmatique, on va avoir ce type d'éruption volcanique. Si le magma reste stocké là-dedans, lorsqu'il va reprendre son chemin en direction de la surface, on va avoir des éruptions cataclysmiques avec des colonnes qu'on appelle des colonnes pliniennes qui vont monter à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Et lorsque le gaz va être complètement sorti, le magma qui va sortir va ressembler à ça. Ça, c'est une photo qui est prise dans le cratère du Saint-Helens aux États-Unis en 2006. Ce que vous voyez là, c'est du magma qui sort. C'est du magma à 900 degrés, mais ce magma, il est tellement visqueux qu'il ne peut absolument pas s'écouler et il sort comme un piston et il va former un dôme à la surface du volcan. Donc, ce que l'on voit ici clairement, c'est que si les magmas remontent directement à la surface, ils vont donner des éruptions volcaniques de ce type-là, d'intensité modérée, alors que si les magmas restent stockés dans ces chambres magmatiques, ils vont donner des éruptions volcaniques beaucoup plus puissantes et beaucoup plus cataclysmiques. Ça veut donc dire que ce qui se passe dans ces réservoirs magmatiques conditionne complètement la dynamique et l'ampleur des éruptions volcaniques à la surface. Alors, vous avez compris, ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est ce qui se passe dans ces réservoirs magmatiques en profondeur. Qu'est-ce qui va nous permettre d'expliquer la différence entre ces éruptions-là et ces éruptions-là, en gros, entre ce que l'on appelle les volcans rouges et les volcans gris. Alors, enfonçons-nous à l'intérieur de la Terre, dans la croûte, à quelques kilomètres de profondeur, pour aller voir ces réservoirs de magma. Alors, je vous le dis tout de suite, aucun géologue n'a jamais vu un réservoir de magma, parce qu'on n'est pas capable de descendre à quelques kilomètres de profondeur dans la Terre pour aller dans ces réservoirs de magma qui sont à plus de 1000 degrés. Donc, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de savoir ce qui se passe. Vous avez symbolisé ces réservoirs de magma ici, et ce magma, il arrive du manteau terrestre, on l'a vu. Il a toujours à peu près la même composition chimique. Et ce que l'on a vu, c'est que s'il remonte directement, ce magma, il arrive ici et il donne ce type d'éruption volcanique. Les roches qui en résultent, ce sont des roches très classiques sur les volcans, c'est ce qu'on appelle des basaltes. Ça veut dire que tous les magmas, lorsqu'ils se forment dans le manteau, ils ont la composition d'un basalte. S'ils remontent directement, c'est du basalte qui arrive à la surface. Que se passe-t-il si ce magma se stocke dans une chambre magmatique? Ce magma, lorsqu'il se forme dans le manteau, il a une température d'environ 1300 degrés. Lorsqu'il se stocke dans un réservoir, il est entouré de roches qui sont moins chaudes. Ça dépend de la profondeur. Vous savez qu'il y a un gradient géothermique. Quand on s'enfonce dans la Terre, la température augmente d'environ 30 degrés par kilomètre. Donc, à 10 km de profondeur, on est à 300 degrés. À 20 km de profondeur, on est à 600 degrés. Peu importe, le magma à 1200 degrés, 1200, 1300 degrés, lorsqu'il est stocké dans la croûte, il est environné par des roches qui sont moins chaudes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce magma, il va commencer à refroidir. Il va refroidir et il va arriver un moment où ce magma va commencer à cristalliser. Il y a des minéraux qui vont apparaître à l'intérieur du magma.
plus le magma va rester longtemps, plus les minéraux qui se forment vont être nombreux. Alors, longtemps pour un géologue, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours se méfier d'un géologue quand il vous parle du temps. Les géologues ont l'habitude de manipuler des millions, des dizaines de millions d'années, des centaines de millions d'années. Les éruptions volcaniques, au contraire, sont des phénomènes qui sont géologiquement instantanés, c'est quelques heures, quelques jours. Ici, on va parler de stockage dans des réservoirs sur des intervalles de temps qui sont de quelques décennies, quelques siècles à quelques milliers d'années. Géologiquement, c'est très court. À l'échelle humaine, c'est long, quelques siècles ou quelques milliers d'années. Pour un géologue, c'est presque instantané. Ce magma est stocké dans une chambre magmatique, il refroidit et il commence à cristalliser. Et toute l'explication, elle est là, c'est qu'au fur et à mesure que des cristaux vont se former, la composition chimique du magma qui reste dans la chambre magmatique va évoluer au cours du temps. Alors, je vous ai mis quelques petits schémas. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon très simple. Vous avez un magma ici qui arrive dans la chambre magmatique. On lui a donné une teinte un peu bordeaux ici. Et ce magma, dans ce magma, vous avez des minéraux qui commencent à cristalliser. Des olivines, des pyroxènes, des plagioclases, peu importe si vous ne connaissez pas ces noms de minéraux. Ces minéraux, souvent, ils sont plus denses que le magma. Ils vont venir se déposer au fond du réservoir. Mais ces minéraux, ils ont leur propre composition chimique. Et au fur et à mesure que ces minéraux vont se former, ils vont prendre des éléments chimiques au magma, si bien que la composition chimique du magma qui est là va évoluer au cours du temps. C'est pour ça que vous voyez que dans ce schéma, le magma est de moins en moins rouge vif, il est de plus en plus rose-gris. Je vous ai mis un autre schéma ici qui vous montre la même chose. On met un magma dans une chambre magmatique ici, et puis on en extrait des cristaux, et au fur et à mesure que ce magma cristallise, en partie, la composition chimique du magma qui n'a pas encore cristallisé, elle change au cours du temps. Alors, pour compléter, pour aller un tout petit peu plus loin, et je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais j'ai fait un petit modèle pour essayer de comprendre ça et que je montre à mes étudiants. Je vais vous le montrer ici. Je prends un magma dans lequel j'ai mis 100 atomes ici. Alors, j'ai mis des atomes de silicium en bleu, j'en ai mis 50. J'ai mis des atomes de magnésium en vert, j'ai mis des atomes de sodium en mauve, j'en ai mis 3, et puis j'en ai mis en noir qui ne nous intéresse pas. Et dans ce magma, je fais cristalliser un minéral qui s'appelle de l'olivine. Ce minéral, il est très riche en magnésium, il contient environ 40% de magnésium. Je fais cristalliser 20% de mon magma sous la forme d'olivine. Donc, sur mes 100 atomes, je vais en mettre 20 dans l'olivine. Si l'olivine contient 40% de magnésium, ça veut dire que sur 20 atomes, il y en a 8 qui sont du magnésium. J'avais 10 atomes de magnésium au départ, j'en mets 8 dans l'olivine. Il m'en reste 2 dans le magma. Mais il m'en reste 2 sur 80. La composition de mon magma initial, j'avais 10 atomes de magnésium sur 100, j'en avais 10%. J'en ai mis 8 dans l'olivine, il m'en reste 2 sur 80. Je n'ai plus que 2,5% de magnésium dans mon magma. La composition du magma en magnésium est passée de 10% à 2,5%. Le sodium, j'avais 3 atomes de sodium, j'avais donc 3 atomes pour 100, 3% de sodium. J'en mets 0 dans l'olivine. Tout le sodium reste dans le magma. Mais comme je n'ai plus que 80 atomes, j'ai 3 atomes sur 80, j'ai 3,75% de sodium. La quantité de sodium a augmenté. Et plus important, et c'est ça qui va nous intéresser, le silicium, ou l'oxyde de silicium, peu importe. J'en ai 50 au départ. L'olivine en contient 40%. Sur 20 atomes, je mets donc 8 atomes de silicium dans l'olivine. J'en ai 8 sur 20, j'ai 40%. Il m'en reste 42. Mais il m'en reste 42 sur 80. 42 sur 80, ça représente 52,5% de silice dans mon magma.
Tout ça pour dire que quand mon magma, au fur et à mesure que mon magma cristallise, sa composition chimique évolue. Et ce qui est très important, et c'est ça qui va nous intéresser maintenant, c'est que la teneur en silice du magma va augmenter au fur et à mesure de sa cristallisation. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de la teneur en silicium du magma dans le réservoir magmatique? Eh bien, c'est le paramètre important. Le silicium, il est sous forme de tétraèdre SiO4 dans les magmas, peu importe. Ces tétraèdres SiO4, un atome de silicium, 4 atomes d'oxygène, ils se mettent ensemble pour former ce que l'on appelle des chaînes de polymères. Les chaînes de polymères, ce sont donc des assemblages de tétraèdres SiO4 comme ça. Plus il y a de silice dans le magma, plus le magma est polymérisé. Et c'est là où ça va nous intéresser d'un point de vue volcanologique, c'est que plus un magma est polymérisé et plus il est visqueux. Et c'est ce que je vous ai mis sur ce diagramme. Sur ce diagramme, vous avez la température ici, elle ne nous intéresse pas beaucoup, et vous avez les viscosités des magmas ici. Un magma qui contient 50% de silice, c'est ce qu'il contient quand il se forme dans le manteau. Il a une viscosité qui est très faible. Entre 1 et 100 pascal seconde, peu importe. Si ce magma reste dans un réservoir magmatique et que sa teneur en silice augmente, la teneur en silice peut atteindre 70-75%, sa viscosité va passer alors de 10 pascal seconde à 10 puissance 8, 10 puissance 9 pascal seconde. Un magma qui s'enrichit en silice peut être jusqu'à 1 milliard de fois plus visqueux qu'un magma qui ne contient que 50% de silice. Et ça, si je reviens un petit peu en arrière, pour vous remontrer ceci, c'est ce qui fait la différence. Vous avez ici un magma qui contient 50% de silice et vous avez ici un magma qui contient 75% de silice. Ce magma ici, il est 1 milliard de fois plus visqueux que celui-ci. Et ça veut dire que quand ces magmas vont arriver à la surface, ils ne vont pas du tout avoir le même comportement. Alors, si je reviens là où j'en étais, donc mes magmas, en fonction de leur teneur en silice, ils vont avoir une viscosité complètement différente. Il y a un deuxième paramètre qui va intervenir, c'est l'eau. On a vu que l'eau, c'est ce qui provoque les explosions volcaniques. Un magma qui se forme dans le manteau, il contient 50% de silice, il contient moins de 1% d'eau. Si ce magma remonte directement à la surface, comme par exemple je vous ai montré à l'Etna, lorsqu'il va arriver à la surface, il contiendra 1% d'eau, on va fabriquer des bulles de gaz et on va avoir des explosions modérées. Si le magma reste dans le réservoir pendant quelques siècles, sa teneur en eau va augmenter et elle va passer à 2%, 3%, 4%, éventuellement jusqu'à 6 à 8% d'eau. Ça veut dire que ce magma, lorsqu'il va se remettre en route en direction de la surface, non seulement il va être beaucoup plus visqueux, mais il va être beaucoup plus riche en eau dissoute. Donc, quand il va arriver à la surface, il va être beaucoup plus riche en gaz et il va donner des explosions beaucoup plus puissantes. Et finalement, à partir de ça, on a ces deux grands types de volcans. Lorsqu'un magma arrive directement du manteau, il est pauvre en silice, il a donc une faible viscosité et une faible teneur en gaz. Il va donner des éruptions volcaniques modérées. Lorsque le magma est stocké pendant longtemps dans un réservoir magmatique, il s'enrichit en silice, donc sa viscosité augmente fortement. Il est aussi beaucoup plus riche en gaz. Il est très visqueux, les gaz ne peuvent pas s'échapper, ils s'accumulent en grande quantité parce qu'il y a beaucoup de gaz, jusqu'au moment où la pression des gaz dépasse la résistance du magma, on a ces gigantesques explosions qui nous créent ces colonnes pliniennes qui montent à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Et ce que l'on voit là, c'est donc que ce qui se passe en profondeur,
conditionne complètement la dynamique des éruptions volcaniques à la surface. Je vais vous en montrer un exemple classique. On va se déplacer sur un volcan bien connu qui est le Vésuve, dans la baie de Naples. Le Vésuve, le voici, vu d'avion. Le Vésuve, sa dernière éruption date de 1944. Et voici le cratère du Vésuve tel qu'on peut le voir aujourd'hui. C'est un très beau cratère, mais il ne s'y passe rien depuis 1944. Ce Vésuve, il a été très actif. On le sait grâce notamment à beaucoup de peintures. Il y a beaucoup de peintres qui ont peint le Vésuve au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. On a beaucoup de peintures et de gravures. Ce Vésuve, c'était un volcan avec des éruptions fréquentes et des éruptions qu'on va appeler modérées, avec des fontaines de lave et des coulées de lave. Le Vésuve était un volcan au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle qui ne faisait pas de victimes. Même au XXe siècle, le Vésuve, jusqu'en 1944, il a été actif, mais à travers des éruptions tout à fait modérées. Vous voyez des gens ici qui sont, vous avez une dame qui est en robe ici, vous avez un monsieur qui est en chapeau, qui est assez élégant. Dans les années 1920-1930, l'activité éruptive du Vésuve, c'était la promenade du dimanche pour les Napolitains. Donc c'était loin d'être un volcan considéré comme dangereux. Et pourtant, le Vésuve est aussi connu pour l'éruption de 79 après Jésus-Christ, qui a complètement englouti les cités de Pompéi et de Herculanum et qui a fait des milliers de victimes. Ces villes ont été ensevelies par plus de 20 mètres de dépôts de ce que l'on appelle les coulées pyroclastiques. Ça veut donc dire que le Vésuve peut avoir deux types d'activités complètement différents. Une activité toute tranquille, que l'on appelle de volcan rouge, et une activité dévastatrice que l'on appellerait de volcan gris. Au passage, vous voyez pourquoi il ne faut pas parler de volcan rouge et de volcan gris, parce que sur le Vésuve, on peut avoir la même chose, sur un même volcan, de temps en temps, des éruptions modérées qu'on appellerait rouges, et de temps en temps, des éruptions beaucoup plus violentes qu'on appellerait grises. Alors, comment comprendre ça? Eh bien, les volcanologues italiens ont fait énormément d'études sur l'histoire du Vésuve. Voici par exemple une carrière sur les flancs du Vésuve où on voit des dépôts qui sont des dépôts de tout un tas d'éruptions volcaniques de l'histoire ancienne du Vésuve. Les volcanologues italiens ont reconstitué ces éruptions, ils les ont datées et ils sont arrivés à ce schéma qui est à la fois très parlant et vous allez le voir très effrayant. En vert, alors ça c'est le temps depuis 37 000 ans jusqu'à l'actuel, en vert les périodes pendant lesquelles le Vésuve n'a pas eu d'éruption. En rouge, les éruptions cataclysmiques, style celle du Vésuve en 79 de Pompéi et d'Herculanum, ou d'autres encore plus grandes. Et puis quand on a des petits traits ici avec des teintes roses ici, c'est l'activité au contraire plus tranquille, telle qu'on a pu le voir au 19e et 20e siècle. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, au cours de son histoire, le Vésuve a eu des périodes pendant lesquelles il n'avait pas d'activité volcanique. Des périodes de plusieurs siècles ou plusieurs milliers d'années pendant lesquelles il n'y avait pas d'activité volcanique. Et à la fin de ces périodes d'inactivité, quand le Vésuve reprenait de l'activité, c'était toujours sous la forme d'une énorme éruption cataclysmique. Cette éruption cataclysmique, on le voit ici, mais on le voit ici ou là, elle est suivie par des siècles d'activité tranquille. Jusqu'au moment où l'activité du Vésuve s'arrête, on a une période d'inactivité de plusieurs siècles ou plusieurs milliers d'années, une éruption cataclysmique, une période d'activité modérée, puis le Vésuve s'arrête, une période d'inactivité, une éruption cataclysmique, suivie d'une période d'activité modérée et une période d'inactivité, et ainsi de suite. Si on regarde l'activité la plus récente, une période d'inactivité en vert ici, une éruption cataclysmique, c'est celle de 79.
une période d'activité modérée, quelques siècles d'inactivité, une éruption cataclysmique, c'est celle de 472 après Jésus-Christ, une activité modérée, et puis avant 1631, près d'un siècle d'inactivité, puis une éruption cataclysmique en 1631, suivie d'une période d'activité modérée jusqu'en 1944, et en 1944, plus d'activité. 1944-2023, 66 et 23, si je ne m'abuse, ça fait 89. Ça fait près de 90 ans qu'il n'y a plus d'activité volcanique au Vésuve. Si vous avez compris, si j'ai été assez clair, si vous avez compris ce schéma, si ça fait bientôt un siècle qu'il n'y a pas eu d'activité sur le Vésuve, la prochaine éruption sur le Vésuve, d'après ce schéma, ce sera une éruption en rouge, ce sera une éruption cataclysmique. Ce sera une éruption qui sera, comme toutes celles qui sont marquées en rouge sur cette figure, ce sera une éruption qui suivra une période d'inactivité. Ça veut dire que sur un même volcan comme le Vésuve, il y a des périodes pendant lesquelles le magma qui se forme dans le manteau peut remonter facilement en direction de la surface. Lorsqu'il arrive en surface, il est pauvre en silice, donc peu visqueux. Il est pauvre en gaz. Il donne une activité volcanique modérée. De temps en temps, ce magma n'arrive plus à monter en surface. Il est stocké dans un réservoir. Il y reste quelques siècles. Il commence à cristalliser. Sa composition chimique évolue. Il s'enrichit en silice, sa viscosité augmente. Il s'enrichit en gaz. Et au bout de quelques siècles, il arrive quand même à remonter vers la surface. Et quand il arrive en surface, il est très visqueux, très riche en gaz. Il donne une activité, une éruption cataclysmique, telle que celle qui a détruit Pompéi et Herculanum. Ça veut donc dire que chaque fois que le Vésuve s'arrête, ça veut dire qu'on a un réservoir de magma qui se forme, un magma qui évolue et qui va donner, lorsque l'activité va reprendre, une activité cataclysmique. La dernière éruption cataclysmique, c'est celle de 1631. Elle a suivi plus d'un siècle d'inactivité sur le Vésuve. Elle a fait plusieurs milliers de morts. Et si on regarde cette carte ici, alors ça c'est la côte, la ville de Naples est quelque part par là, ça c'est le Vésuve. Et ce que vous avez en grisé ici, ce sont les traces des coulées pyroclastiques qui sont descendues du volcan lors de l'éruption de 1631. Il y a actuellement, dans les régions qui ont été impactées par l'éruption de 1631, il y a environ 700 000 personnes qui vivent dans ces régions-là. C'est-à-dire que l'éruption de 1631, qui a eu lieu après un siècle d'inactivité sur le Vésuve, si elle avait lieu aujourd'hui, elle impacterait une zone dans laquelle vivent 750 000 personnes. Et on sait aujourd'hui que le Vésuve n'a pas eu d'activité volcanique depuis 90 ans. Donc il y a aujourd'hui sous le Vésuve un réservoir de magma en train de refroidir, de cristalliser et qui est prêt à reprendre de l'activité. Quand, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra savoir à quel moment cette activité va reprendre parce qu'il va falloir évacuer des centaines de milliers de personnes. Et vous voyez à quel point la compréhension de ce qui se passe en profondeur est fondamentale si l'on veut appréhender l'activité future du volcan. C'est cette problématique qui fait du Vésuve un des volcans les plus surveillés au monde. Je vous ai montré quelques exemples ici de l'observatoire avec des sismomètres, de la déformation et puis des modèles qui essaient de modéliser en 3 dimensions ce qui pourrait se passer au Vésuve le jour où il va reprendre de l'activité. Donc, vous l'avez compris, si on veut comprendre ce qui se passe à la surface dans une éruption volcanique, il faut comprendre ce qu'il se passe en profondeur, à quelques kilomètres, dans ces réservoirs de magma. Et je terminerai en quelques minutes sur un autre exemple très spectaculaire, dont je vous ai déjà parlé, c'est l'éruption du Pinatubo. Le Pinatubo, nous voici avant l'éruption, en 1991. Le Pinatubo, on est aux Philippines,
C'est un pays couvert de forêts, c'est un des pays les plus arrosés au monde, encore plus qu'à Brest, c'est vous dire. Le Pinatubo, avant l'éruption de 1991, c'est un volcan qui n'a pas eu d'éruption depuis plusieurs siècles. Et c'est un ensemble de collines couvertes de forêts. Ça ressemble pas du tout à un volcan. Début 91, les habitants locaux commencent à ressentir des séismes. Il y a des fumerolles qui apparaissent, vous les avez ici. La végétation commence à mourir, il y a des sources chaudes. Donc les volcanologues philippins installent des sismomètres un peu plus nombreux. Ils enregistrent des séismes et puis il y a des explosions qui commencent à apparaître ici, mais des explosions modérées. Donc on évacue sur un périmètre de 2-3 km, on évacue quelques milliers de personnes et puis c'est tout. Et puis les Philippins qui sont pas très équipés en termes d'équipement de surveillance, ils font appel aux volcanologues américains qui ont beaucoup d'expérience. Ils arrivent avec plein de sismomètres, ils mettent plein d'instruments autour du Pinatubo, ils surveillent tout ça très en détail. Et puis voilà, l'activité continue, rien ne se passe. Et puis parmi les volcanologues américains qui arrivent, il y en a un qui se désintéresse complètement de la surveillance du volcan. Il prend son marteau, sa boussole, et il va se promener partout dans la région, et il va reconstituer l'histoire éruptive du Pinatubo. Il a fait une carte géologique du Pinatubo, il prélève des échantillons, il identifie les éruptions volcaniques, il les date, et il fabrique une carte géologique du Pinatubo. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette carte géologique. Le Pinatubo est ici, vous avez différentes formations géologiques ici. En gros, qu'est-ce qu'il a montré, ce volcanologue, qui ne s'intéressait pas à la surveillance? Il a montré que l'histoire du Pinatubo, finalement, elle ressemblait à celle du Vésuve. C'était une histoire faite de périodes de plusieurs siècles pendant laquelle il ne se passait absolument rien au Pinatubo. Et puis, au bout de quelques siècles, un magma arrive. On a une éruption cataclysmique. Quand je dis cataclysmique, c'est 10 fois l'éruption du Vésuve en 79. Hein. On a une éruption cataclysmique qui recouvre toute la région de dizaines ou de centaines de mètres d'épaisseur de dépôt. Et puis le Pinatubo retombe dans l'inactivité pendant quelques siècles avant de redémarrer par une éruption cataclysmique. Ce volcanologue, il expose ça aux volcanologues américains, aux volcanologues philippins, qui exposent ça aux autorités philippines, qui font évacuer, qui élargissent considérablement le périmètre d'exclusion du volcan. Ils font évacuer 60 000 personnes. L'éruption augmente d'intensité jusqu'à atteindre son paroxysme avec une colonne de cendres et de ponce qui monte à 20 km d'altitude et qui transforme complètement le volcan. Voici le Pinatubo, le cratère du Pinatubo après l'éruption. Je vous ai même trouvé un assemblage de photos ici où vous avez le Pinatubo avant l'éruption et le Pinatubo après l'éruption. Et une autre image spectaculaire qui vous donne une idée de l'ampleur de cette éruption. Nous sommes ici à quelques kilomètres du volcan, quelques semaines après l'éruption. Ça, ce sont les dépôts de l'éruption volcanique. Et la petite tache rouge ici, c'est un collègue volcanologue qui vous donne l'échelle. Et vous voyez la quantité de dépôts qui se sont mis en place à 4 à 5 km du volcan en l'espace de quelques heures. Donc, on voit très bien ici que la compréhension de ce qui se passe en profondeur, la reconstitution de l'histoire du volcan, nous a permis au Pinatubo de comprendre que si le Pinatubo rentrait en éruption, ce ne serait pas une éruption basaltique avec quelques fontaines de lave et quelques coulées de lave, mais ce serait une éruption cataclysmique du style de celle qui s'était passée dans le passé. Et vous avez compris qu'au Vésuve, c'est la même chose. S'il y a de nouveau une éruption, non seulement il sera important de savoir quand va avoir lieu l'éruption, mais ce qui est fondamental, c'est de savoir de quel type d'éruption il va s'agir. Est-ce que ce sera une éruption modérée avec un magma peu visqueux, peu riche en gaz, ou est-ce que ce sera une éruption cataclysmique
avec un magma parce que le magma sera extrêmement visqueux, extrêmement riche en gaz, parce qu'il sera resté stocké quelques siècles ou quelques milliers d'années en profondeur dans les chambres magmatiques. On va conclure là-dessus. Que dire en conclusion? Je vous l'ai dit, hein, on peut prévoir la plupart des éruptions volcaniques si les volcans sont surveillés. Un volcan sur lequel on n'a pas de sismomètre, s'il est situé sur la péninsule du Kamtchatka, loin de toute zone habitée, on ne pourra pas prévoir l'éruption. À partir du moment où on a des instruments sur un volcan, on prévoit quasiment toutes les éruptions volcaniques à l'avance. Ce que l'on a vu, c'est que les magmas qui se forment dans le manteau terrestre, soit ils remontent directement à la surface, soit ils évoluent dans des réservoirs plus ou moins profonds, et là, leur composition chimique, leur teneur en gaz va évoluer. Certains de ces magmas n'atteignent jamais la surface, mais si ces magmas stockés dans un réservoir remontent en direction de la surface, eh bien, leur composition chimique sera différente, et cette variation de composition chimique va conditionner la dynamique des éruptions volcaniques qu'il y a en surface. Donc, la connaissance de l'histoire d'un volcan et de ce que l'on appelle dans notre jargon la plomberie magmatique, c'est-à-dire tous ces réservoirs dans lesquels les magmas peuvent se stocker pendant des durées plus ou moins importantes, la connaissance de cette plomberie magmatique associée à la reconstitution de l'histoire éruptive d'un volcan, eh bien, ces deux aspects sont nécessaires si on veut pouvoir prévoir correctement les éruptions volcaniques, mais prévoir le type d'éruption volcanique auquel on va avoir affaire, et donc pouvoir faire une bonne prévention des risques volcaniques en fonction de l'ampleur des éruptions qui sont attendues et des populations qui sont présentes autour des volcans. Et j'en terminerai ici et je vous remercie pour votre attention. Merci. Et je suis bien sûr à votre disposition pour des questions, si vous en avez. Et je termine sur une magnifique peinture du Vésuve. Je vous ai dit que le Vésuve est sans doute le volcan qui a été le plus représenté dans l'histoire. Et on a de magnifiques peintures, aquarelles, gouaches et autres sur le Vésuve. Et je vous laisse avec cette image. Merci Gilles pour ces belles explications. Donc, je pense que même les publics qui n'étaient pas... Ça marche plus, c'est bon, ça marche. Donc, je pense que les schémas étaient très bien expliqués. En tout cas, moi, j'ai tout compris. J'ai même revu des schémas que j'avais vus en cours. C'est bien possible, oui. Réalisation avec des petits souvenirs. Donc, je ne sais pas si vous avez... Alors, est-ce que cette question-là? Je ne vous entends pas. Non, je n'entends pas, là. Le micro ne fonctionne que par moment, apparemment. Attendez, est-ce que là, vous m'entendez? Oui, là, j'entends, oui. C'est un fluide magmatique. Oui, je vous entends, là. Voilà, la conférence était passionnante, la boucle Merci. bouclée, on a compris un tas de phénomènes qu'on connaissait fragmentairement, et là, on a une vue d'ensemble de ces phénomènes et comment ils sont reliés les uns aux autres. J'ai une question, comment le magma se forme dans la croûte et pourquoi elle se forme? Alors, le magma se forme principalement dans le manteau et pas dans la croûte. Oui. Et alors, le pourquoi, il y a trois possibilités pour aller très vite. Hein. Pour faire fondre les roches du manteau, il y a une possibilité qui nous paraît la plus évidente, c'est d'augmenter la température du manteau. Si je chauffe le manteau, je vais passer le point de fusion des roches, elles vont fondre, je vais fabriquer du magma. Ça paraît le plus évident, ça n'arrive quasiment jamais dans le manteau terrestre. La deuxième possibilité, je vous ai dit, le manteau, c'est un solide mou, déformable. De temps en temps, ce solide mou, il peut se déplacer en direction de la surface. C'est ce qu'on appelle les mouvements de convection dans le manteau. Ce sont ces mouvements qui sont à l'origine de la tectonique des plaques. Eh bien, cette roche du manteau, qu'on appelle la péridotite, si elle remonte, sa pression va diminuer et la décompression peut faire fondre la roche. Donc, dans certains cas, la diminution de pression va faire fondre la roche, on va fabriquer du magma. Et il y a une troisième façon de faire fondre le manteau, c'est de lui rajouter de l'eau.
Alors, là encore, pour faire simple, dans les zones de subduction, la croûte océanique redescend dans le manteau à grande profondeur. Cette croûte océanique, elle contient des sédiments dessus qui sont gorgés d'eau. Lorsque les sédiments redescendent dans le manteau, ils relâchent de l'eau. L'eau arrive dans le manteau et elle en diminue le point de fusion, ce qui permet au manteau de fondre et de donner naissance à des magmas qui vont donner des volcans. Ok, merci beaucoup, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas des volcans n'importe où sur Terre, parce que pour fabriquer du magma, il faut des conditions très particulières qui ne sont réunies qu'à certains endroits et pas à d'autres. Dans les zones de subduction, dans les zones de rift, dans les zones de ce qu'on appelle les points chauds. Mais comme je dis toujours aux étudiants, hein, je peux, sans risque de me tromper, vous affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption volcanique en Bretagne dans les 5 millions d'années à venir. Parce que sous la Bretagne, aucun de ces phénomènes n'est réuni pour faire fondre le manteau et fabriquer du magma. D'autres questions? Savez-vous où en est la surveillance des volcans d'Auvergne? Alors, il n'y a pas de réelle surveillance des volcans d'Auvergne. Il y a un réseau sismique français qui surveille la sismicité de la France entière. L'éventualité d'une éruption volcanique dans la chaîne des Puys est à prendre en compte. Pour faire très simple, les volcans de la chaîne des Puys, les plus anciens se sont mis en place il y a environ 90 000 ans. Les plus récents, les dernières éruptions, c'est il y a environ 6 000 ans. Mais on sait que pendant cette période, il y a eu des périodes de plusieurs milliers d'années pendant lesquelles il n'y a pas eu d'éruption dans la chaîne des Puys. Donc, on peut être dans une période comme celle-ci. Ça veut dire qu'il peut y avoir une éruption dans la chaîne des Puys dans 6 mois, dans 5 ans, dans 250 ans. Pour le moment, il n'y a pas de surveillance spécifique. Il y a un réseau global en France. Et si ce réseau global était amené à détecter quelques séismes sous la chaîne des Puys, à ce moment-là, on installerait plus de sismomètres pour avoir plus de précision sur la localisation des séismes, sur leur intensité, et on mettrait en place un système de surveillance. En gros, on a ça parce que on a des observatoires volcanologiques en France, parce qu'on a des volcans actifs. C'est le Piton de la Fournaise à La Réunion, c'est la montagne Pelée à la Martinique, et c'est la Soufrière de Guadeloupe. Donc, on sait surveiller des volcans, on a les instruments. Donc, le jour où on va, de façon globale, détecter une petite anomalie sous le Massif central, on va récupérer des sismomètres des observatoires et on va les installer pour mieux surveiller la chaîne des Puys. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de nécessité de mettre en place une surveillance systématique. Il faut bien voir qu'un observatoire volcanologique, ça coûte très cher. C'est du personnel, c'est des instruments complexes, et c'est des instruments complexes qui doivent fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans des conditions difficiles, quelle que soit la météo, des conditions d'accès. Il faut relier les données via satellite ou via radio. Donc, un observatoire volcanologique, c'est complexe à maintenir, c'est très coûteux. Et c'est d'ailleurs toute la problématique, c'est que je vous ai parlé du Vésuve, hein, ça fait 90 ans qu'il ne se passe rien au Vésuve. Donc, il faut arriver à convaincre les autorités civiles italiennes de continuer à investir des quantités d'argent non négligeables pour surveiller un volcan sur lequel il ne se passe rien depuis 90 ans. Et sur lequel il va peut-être rien se passer pendant les 200 ans qui viennent, mais il va peut-être se passer quelque chose la semaine prochaine. Donc, c'est compliqué un observatoire volcanologique et c'est assez lourd à mettre en œuvre. D'autres questions? Les Pyrénées-Orientales sont proches des volcans de Holotte. Oui. C'est-à-dire que dans la chaîne des Pyrénées, quand on est à l'école, on nous amène tous visiter les couches géologiques correspondantes à ces volcans d'Holotte. Qu'en est-il, monsieur? Je ne sais pas si
Alors, le volcanisme de Lot, c'est un volcanisme qui ressemble beaucoup au volcanisme de la chaîne des Puys, qui est lui aussi très récent. Alors, je dois vous avouer quelque chose, c'est que on ne sait pas. Alors, le volcanisme de Lot fait partie de tout cet ensemble de volcanismes qu'il y a dans le Massif central, dans le sud de la France, dans l'Escandor, près de Montpellier, et puis à Olot, en Espagne. Dans le volcanisme du Massif central, on connaît la chaîne des Puys, mais on connaît le massif du Mont d'Or Sancy, on connaît le Cantal, on connaît le Velay. Ça fait plusieurs millions d'années qu'il y a du volcanisme. Il faut avouer qu'on ne sait pas pourquoi il y a du volcanisme dans le Massif central. Ça, c'est clair. Certains vous diront que c'est parce qu'il y a un point chaud sous le Massif central. Ça, j'y crois pas une seconde. Certains vous diront que c'est la formation des Alpes qui a induit des modifications dans le manteau qui ont donné naissance au volcanisme dans le Massif central. Il n'y a pas de consensus. Personne n'est capable. Autant dans certains endroits, on vous dit, bah voilà, là vous avez une zone de subduction. Au Japon, on sait pourquoi il y a du volcanisme. Dans le rift est-africain, en Tanzanie, en Éthiopie, on étire la croûte, on fait un rift continental, on sait pourquoi il y a du volcanisme. Dans le Massif central, il y a d'autres endroits sur Terre comme ça, on n'est pas capable de dire l'origine du volcanisme dans le Massif central de façon générale. Donc, on n'est pas plus capable de dire pourquoi il y a du volcanisme dans la chaîne des Puys que pourquoi il y en a dans la province d'Olot. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à Olot, c'est un volcanisme relativement récent, à peine plus ancien que la chaîne des Puys, qui est considéré comme éteint pour le moment, mais il n'est pas impossible qu'une activité volcanique puisse reprendre à Olot dans quelques siècles ou quelques milliers d'années. Olot, c'est un petit peu plus ancien que la chaîne des Puys, donc la probabilité est un petit peu moins grande, mais c'est pas beaucoup plus vieux. Et d'ailleurs, il suffit d'aller se promener, on voit encore des cratères très très beaux. Donc il n'y a pas d'activité. Il n'est pas complètement exclu que dans quelques siècles ou quelques milliers d'années, il puisse de nouveau y avoir de l'activité dans cette province de Lot. Mais pour le moment, tout est calme, vous pouvez dormir tranquille. Alors, je voulais juste dire, peut-être si le Vésus c'était 1944, on n'est pas sur 90 ans, mais plutôt 79 ans, si c'est bien ça. Hein. J'ai mal calculé. De 40. Ah oui, c'est 56, c'est 23, c'est 60. Oui, c'est effectivement. Je me suis emballé. C'est pas facile de faire des calculs en direct comme ça, hein, mais voilà, vous aurez rectifié de vous-même, je suppose. Mais oui. Donc il nous reste un peu plus de temps. On peut se reposer tranquille en Italie alors. En fait, plus on attend et plus le magma s'enrichit en silice et plus il s'enrichit en gaz. Donc, à la limite, il vaudrait mieux que l'éruption ait lieu la semaine prochaine que dans 150 ans. Mais méfiez-vous, n'investissez pas forcément dans l'immobilier sur les pentes du Vésuve. C'est pas forcément un bon plan. Autre question. OK. Moi, j'avais une question. En fait, vous disiez que oui. Bon, vous nous avez montré que en Islande, en fait, le volcan n'avait pas, le magma n'était pas sorti à l'endroit de la caldeira, mais était sorti un peu plus loin. Est-ce dû à la pression qu'exerçait le glacier dessus qui a dû détourner c'est possible. magma par des fissures transversales? C'est tout à fait possible que le poids de la glace ait empêché le magma de remonter. C'est pas qu'il l'a empêché, c'est que finalement, à choisir entre plusieurs routes, le magma a trouvé un endroit où finalement la résistance était moindre que sous le volcan où la pression des glaces augmentait la pression. C'est quelque chose. J'ai pas mal travaillé avec d'autres collègues sur l'histoire du volcanisme en Islande, où on a pu montrer que l'Islande, comme partout ailleurs, hein, le climat de la Terre, tantôt il se réchauffe et les glaces fondent, tantôt il se refroidit et les calottes glaciaires augmentent. Donc il y a des périodes en Islande où les calottes glaciaires ont été beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, et des périodes où elles ont fondu beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et on a pu montrer que pendant les périodes de déglaciation, on avait plus d'éruptions volcaniques, parce qu'on avait une pression moindre qui s'imposait sur les réservoirs de magma en profondeur, et donc une plus grande facilité pour les magmas à remonter en surface. Et là, les volcans sont en train de fondre à grande vitesse en Islande comme ailleurs, et il n'est pas impossible que sous certains de ces volcans,
la perte de quelques dizaines à quelques centaines de mètres de glace dans les décennies qui viennent puisse faciliter des éruptions volcaniques qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce changement climatique. Donc il pourrait y avoir un lien entre climat et volcan. Et en tout cas, pour le Bardarbunga, il est tout à fait possible que la pression des glaces ait imposé au magma d'aller chercher sa route dans un endroit où c'était plus facile de la trouver. Difficile d'en être sûr, mais c'est une possibilité. Ouais. On suggère aussi, comme vous le dites en Islande, mais au pôle de manière un peu plus générale, la fonte des glaciers risque d'entraîner des éruptions un peu plus importantes dans les pôles. Ben, dans les pôles, non, parce que alors déjà au pôle Nord, il n'y a pas de continent, il n'y a pas de glacier, il y a les calottes glaciaires, mais ça change rien. Au pôle Sud, alors je dirais que pour le moment, il y a des milliers de mètres de glace, donc on est loin d'en avoir entamé une grande partie. Donc il va sans doute falloir plusieurs siècles pour entamer sérieusement la calotte australe. Donc pour le moment, difficile de dire si ça va augmenter le nombre d'éruptions volcaniques ou pas. Pas facile de faire des prévisions là-dessus. On ne connaît pas bien les volcans qu'il y a sous la calotte antarctique en plus. Hein. Il y en a beaucoup apparemment, mais on ne les connaît pas très bien. Donc c'est un peu difficile de pouvoir dire ce qui va se passer. Ce sera beaucoup plus visible en Islande parce que la glace est beaucoup moins importante. D'autres questions? Une question? Oui. Monsieur, ce qui me stupéfie toujours, c'est quand on parle de présence d'eau dans le globe terrestre et l'envoi de l'eau dans l'atmosphère. Alors ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais d'où vient cette eau? Alors, cette eau, de l'eau, il y en a partout. Sauf qu'il ne faut pas voir de l'eau comme de l'eau liquide. En profondeur, dans le manteau terrestre, il y a des quantités d'eau énormes sous la forme de groupements OH dans les minéraux. Si vous prenez, par exemple, si vous prenez des argiles, vous connaissez les argiles, on en fait des petits trucs pour se mettre sur la peau. Les argiles sont des minéraux. Ce sont ce que l'on appelle des minéraux hydratés. C'est-à-dire quand on fait une analyse chimique d'une argile, il y a de l'eau à l'intérieur. Donc un minéral, c'est constitué d'atomes. Eh bien, dans ces assemblages d'atomes que sont les minéraux, dans certains minéraux, il y a des groupements OH qui sont de l'eau. Hein, l'eau, c'est H2O. Si vous mettez ces groupements ensemble, vous avez des groupements OH qui sont contenus à l'intérieur de la structure atomique des minéraux. Et donc, c'est ce qui se passe dans les roches terrestres, dans les roches du manteau. Dans les minéraux, il y a des groupements OH, donc il y a de l'eau contenue dans la structure des minéraux. D'où vient cette eau? Elle vient de l'eau qu'il y avait présent dans le système solaire au moment où s'est formée la Terre et les autres planètes. Et de l'eau, on en extrait constamment du manteau lors des éruptions volcaniques, puisque je vous ai dit que le gaz principal des éruptions volcaniques, c'est H2O. Donc ça veut dire que quand les magmas arrivent dans la surface, ils rejettent de l'eau dans l'atmosphère, cette eau qui retombe en pluie dans les océans. Et par contre, ce que je vous disais après, c'est que dans les zones de subduction, là où la croûte océanique qui s'est fabriquée au dorsal océanique redescend dans le manteau, cette croûte océanique, elle contient des minéraux hydratés, elle contient des amphiboles, elle contient des argiles, elle contient des sédiments qui contiennent de l'eau à la surface, et tout ça, centimètre après centimètre, ça redescend dans le manteau, et ça contribue à remettre de l'eau dans le manteau. Donc en fait, on a un cycle par lequel les volcans font transiter de l'eau du manteau dans l'atmosphère et les océans, et les ondes de subduction qui permettent de faire transiter de l'eau des océans dans la croûte et dans le manteau via le recyclage de la croûte océanique dans le manteau. Donc on a un cycle de l'eau qui n'a rien à voir avec le cycle externe dont on a l'habitude de vous parler, qui est un cycle géologique de l'eau, et on estime qu'il y a à peu près autant d'eau contenue dans le manteau terrestre qu'il n'y a d'eau dans les océans à la surface. Sauf que cette eau, elle n'est pas sous forme liquide,
elle est sous forme groupement OH dans les minéraux. Et on la voit ressortir sous la forme de vapeur d'eau dans les volcans. Pour vous donner une idée, un volcan comme l'Etna, quand il est en éruption, il émet en une journée 6000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère et sans doute 10 à 20 fois plus d'eau, de vapeur d'eau dans l'atmosphère. En une journée, 6000 tonnes de CO2 et 10 à 20 fois plus de vapeur d'eau sur un volcan comme l'Etna. Donc, ce sont des flux entre l'intérieur de la Terre et l'extérieur qui sont assez conséquents et des flux entrants qui sont aussi très conséquents. Merci. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ou... Question complémentaire. Dans tous les volcans qui étaient en surveillance sur la Terre, y en a-t-il certains qui pourraient faire une catastrophe mondiale? Et lesquels? Il y en a, si j'osais, je vous dirais, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a déjà eu qui ont fait des catastrophes mondiales. Peut-être le plus spectaculaire, c'est le volcan Tambora sur l'île de Flores en Indonésie qui a fait éruption en 1815. Ce volcan Tambora, il est bien connu à l'échelle mondiale par ce que l'on appelle les années sans été. Si vous reprenez les chroniques historiques de 1815, 1816, 1817, vous allez voir que partout, sur une bonne partie de la planète, en tout cas dans l'hémisphère nord, il a fait un temps anormalement froid parce que l'éruption du Tambora en avril 1815 a modifié complètement le climat pendant les 3 à 4 ans qui ont suivi. Alors, je pourrais vous parler pendant 1 heure de l'éruption du Tambora, je vais pas le faire, hein, mais il y a eu tout un tas de conséquences. Il y a eu une épidémie de choléra qui a balayé la planète depuis l'Asie jusqu'en Europe et en Amérique du Nord, qui a sans doute fait des centaines de milliers de victimes. Il y a eu tout un tas de conséquences de cette éruption du Tambora, une qui n'est pas des moindres d'ailleurs pour les férus d'histoire. Vous essayerez de vous pencher sur le climat, la météorologie qu'il faisait lorsque Napoléon a été défait à Waterloo. C'était en 1815, je crois, juin 1815, si je ne m'abuse. Et il faisait un temps absolument abominable au mois de juin. Et ce temps abominable n'est sans doute pas sans rapport avec l'éruption du Tambora qui a eu lieu quelques mois auparavant. Donc, on connaît par le passé des volcans qui ont bouleversé le climat à l'échelle de la planète. C'est ce que l'on a popularisé dans la presse par ce qu'on appelle les supervolcans. Et comme exemple de supervolcan, on en connaît plusieurs, mais il y en a un qui est fameux, c'est le volcan de Yellowstone aux États-Unis. Ce volcan de Yellowstone, il a connu au cours de son histoire plusieurs éruptions gigantesques. Là, je vous ai montré celle du Pinatubo qui a permis la formation de ce cratère qu'on appelle une caldeira qui fait 2 à 3 km de diamètre. Mais à Yellowstone, on a des calderas qui font plus de 20 km de diamètre. Au lac Toba, à Sumatra, en Indonésie, on a une caldeira qui fait 80 km de long par 30 km de diamètre. Ce sont des éruptions cataclysmiques. Si elles arrivent, ce sont des éruptions qui recouvriraient, par exemple pour Yellowstone, un tiers des États-Unis sous quelques dizaines de centimètres de cendres à quelques mètres de cendres. Mais ce sont surtout des éruptions qui bouleverseraient le climat de la planète sur des échelles de temps qui peuvent être de quelques années à quelques décennies. Et quand vous songez à ce qui se passe aujourd'hui sur Terre en termes d'alimentation, d'agriculture, vous avez vu quand un pays comme l'Ukraine cesse d'exporter des céréales, ce qui se passe à l'échelle mondiale. Nous, on en souffre un petit peu. Allez voir ce qui se passe en Afrique lorsque les gens ont quelques dollars par jour pour se nourrir et que le prix des céréales est multiplié par 2 en 15 jours, vous imaginez ce que ça donne si le climat de la planète était perturbé pendant une dizaine ou une vingtaine d'années. Ce sont des productions céréalières qui s'effondrent pendant plusieurs années et c'est une famine mondiale pendant plusieurs années suite à cette éruption.
Donc, ce type d'éruption peut arriver. Il peut arriver à plusieurs endroits sur Terre. Il peut arriver à Yellowstone, il peut arriver en Indonésie, on connaît des exemples. Il peut arriver dans le Kamtchatka, il peut arriver à pas mal d'endroits. Il va arriver. Heureusement, plus l'intensité d'une éruption est forte, plus sa probabilité est faible. C'est-à-dire que sur Terre, il y a beaucoup d'éruptions modérées, et puis il y a plus les éruptions sont puissantes, moins elles sont fréquentes. Donc une éruption du style supervolcan Yellowstone, il y en aura des tas d'autres sur Terre. Est-ce qu'elle va arriver dans 20 ans, dans 150 ans ou dans 3000 ans? Pour le moment, on n'est pas capable de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura et qu'elles seront catastrophiques à l'échelle de la planète, de la population humaine, parce que des éruptions plus modérées que ça ont eu un impact sur des échelles de temps de quelques années. Pardon. Pour les amateurs de peinture, hein, posez-vous la question si vous aimez bien le peintre Turner. Allez voir les peintures de Turner 1816-1817 et ces couchers de soleil flamboyants à proximité de Londres. Et Turner a peint des couchers de soleil qui sont dus à la cendre qu'il y avait dans l'atmosphère au-dessus de Londres dans les années qui ont suivi l'éruption du Tambora. Donc c'est vraiment quelque chose, et c'était d'ampleur modérée par rapport à ce qui pourrait se passer à Yellowstone ou à des endroits comme ça. Ça conduit à de très belles choses. Bon, on va penser au plus. Ça a conduit à de très belles choses, tout à fait. Aux belles choses qui en sont issues. Et puis, on va peut-être arrêter si vous n'avez pas d'autres questions. OK. Comme vous le souhaitez. J'aurais peut-être une dernière question. Une dernière? Allez. On va se poser à peu près à tout le monde. Une petite, alors. On a parlé beaucoup du volcanisme terrestre, mais il y en a aussi du sous-marin. Donc en France, je crois que c'est au niveau de Mayotte qu'il y a une partie de volcanisme sous-marin. Est-ce que ça pourrait causer des problèmes aux populations, type, je ne sais pas, tsunami ou... Est-ce qu'il y aurait des problèmes aux populations voisines, en fait? Oui, il y a deux dangers à Mayotte. Alors, parce que l'éruption qui a eu lieu est énorme. Hein. C'est plus de 6 km3 de magma qui se sont mis en place, donc c'est quelque chose de considérable. Le premier risque, pour vous donner une idée, alors l'éruption s'est déroulée à 3300 mètres de profondeur, mais en quelques mois, on a construit un volcan qui fait 3 km de diamètre et plus de 800 mètres de haut. Donc c'est quelque chose d'assez considérable. Un premier risque, c'est qu'une partie de ce volcan s'effondre. Parce que quand on accumule du matériel comme ça rapidement, on peut créer des choses qui sont plus ou moins stables, et une partie du volcan peut s'effondrer sur lui-même. Et si une partie du volcan s'effondre, ça va créer des mouvements d'eau qui peuvent entraîner des tsunamis. Donc ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est que ce que l'on a vu sous Mayotte, là encore, grâce au séisme, exactement comme ce que je vous ai montré, c'est que le magma, il est monté comme au bar d'Arbunga, en fait. Il est monté à un endroit qui était situé à peine 10 km des côtes. Et puis, là encore, il a été bloqué. Et il a pris la tangente un petit peu et il est sorti à 30 km des côtes. Mais il y a encore plein de magma qui pourraient monter beaucoup plus près des côtes de Mayotte et qui donc, au lieu de donner une éruption qui passerait quasiment inaperçue à grande profondeur, donnerait une éruption quasi à la surface ou près des côtes de Mayotte, avec la possibilité d'un panache considérable, de tsunamis, et puis de vapeur et de gaz qui pourraient gêner les populations. Donc ça, c'est une possibilité. On y a échappé de justesse, parce que si le magma n'avait pas été bloqué, il serait sorti à peine 10 km de la côte de Petite Terre. Là, il est sorti plus loin, donc ça n'a pas causé beaucoup de gêne. Il y a eu beaucoup de séismes à Mayotte, ce qui n'est jamais très confortable de vivre avec des séismes quotidiens. Mais voilà, si le magma remontait près de la côte, il pourrait y avoir des soucis sur l'île de Mayotte. Donc c'est surveillé maintenant, il y a un observatoire permanent. Comme au Piton de la Fournaise, on a installé des instruments sur l'île de Mayotte et on surveille en permanence l'éruption qui est finie pour le moment, qui est terminée, mais qui pourrait très bien reprendre dans le futur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été aussi attentifs.